Puis aller faire une petite brassée de lavage entre deux courriels, ça fait-tu partie de ça? Ça marcherait-tu? Bien, si ça permet le désengagement, si ça permet de prendre un moment d'apaisement, de la pleine conscience, de l'autocompassion, moi, je pense que ça peut être bien. La pleine conscience. Son lavage en pleine conscience. Oui, sentir l'odeur de la lavande. Pourquoi pas? Vous écoutez Centré sur l'équilibre, le balado du Strom Spa Nordique. Découvrez un contenu bien-être avant-gardiste et audacieux offert en partenariat avec nos collaborateurs aux expertises variées. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Bienvenue à ce nouvel épisode du balado Strom centré sur l'équilibre. Je m'appelle Evelyne Charvier. Je suis contente d'être avec vous. On va parler d'un sujet qui vous concerne, le télétravail. Êtes-vous de ceux et celles qui travaillent à la maison, sur un comptoir de cuisine, dans un espace dédié? On est nombreux à travailler de la maison depuis les derniers 4 ans. Et ça a un peu changé notre rapport au travail. Et c'est ce qu'on va voir avec nos deux invités d'aujourd'hui, qui sont tous les deux professeurs dans une université. On a Manon Truchon, bonjour. Bonjour. Professeur de psychologie à l'Université Laval, professeur titulaire. Et on a Jacques Forêt également. Bonjour. Bonjour. Jacques Forêt, qui est professeur à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Exact. Auteur également d'un livre sur la motivation. Exact. On va parler de motivation quand même, parce que c'est difficile de garder la motivation au travail quand on est à la maison, qu'on est seul. Depuis 3-4 ans, il y a beaucoup de gens qui télétravaillent. Qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle de l'état des choses? Est-ce qu'il y a beaucoup de télétravailleurs encore aujourd'hui en 2024, Manon? Bien, en fait, ça, c'est une très bonne question. Il y a eu des études qui ont été effectuées là-dessus pour documenter la prévalence du télétravail. En 2016, on sait qu'il y avait 7% des travailleurs qui étaient en télétravail. 7. Et oui, 7%. Tandis qu'en 2023, on est passé à 24% de nos travailleurs en télétravail. Et le Canada, sur la scène internationale, le Canada est l'un des pays où on arrive en tête de liste là, parmi les champions du télétravail. Ah oui. Et encore actuellement, le Québec se situe à la 2e position parmi les provinces canadiennes. On est à 20%, donc un travailleur sur 5, versus l'Ontario, où on a un travailleur sur 4 qui sont entièrement en télétravail. Donc, ça a comme explosé, là, cette réalité-là. Est-ce que la majorité des gens sont contents d'être en télétravail? Est-ce qu'on a des données là-dessus, Jacques? Bien, il y a la firme Gallup qui montre que pour les emplois où on peut télétravailler, parce qu'on ne peut pas être camionneur en télétravail ou coiffeur ou autre, mais dans les emplois où le télétravail est possible, Gallup nous montre que le combo idéal, ça serait comme 2 journées à la maison ou 3 journées à la maison et 2 journées ou 3 journées au travail. Fait que le 2 ou 3 de quel bord il se situe, c'est pas clair. Donc, la formule hybride, finalement? La formule hybride, parce que il y a certains éléments, semble-t-il, qui ne sont pas disponibles si on télétravaille au complet. En anglais, on parle des deep ties. Les relations plus profondes seraient plus difficiles à créer en télétravail à distance. Mais ce qui est extraordinaire des moyens technologiques, c'est qu'on peut donner des formations, par exemple, dans notre métier, partout sur la planète. Ça peut sauver du temps dans notre journée, dans notre quotidien. Donc, les avantages, moi, en tout cas, je connais pas d'enquête qui démontre clairement, hors de tout doute raisonnable, de quel bord ça va. Mais l'espèce de formule hybride semble être préférable que juste en présentiel ou juste en virtuel, pour les emplois où c'est possible. Oui, il y a des avantages à toutes les formules, finalement, et des désavantages aussi, ça, c'est sûr. Qu'est-ce que ça a changé dans notre rapport au travail, le fait d'être à la maison beaucoup plus, Manon? Bien, ça a changé beaucoup de choses. En fait, la première chose que ça a changé, c'est au niveau des horaires. Maintenant, avec le télétravail, on a beaucoup plus de flexibilité. Donc, on peut s'ajuster en fonction de notre heure à laquelle on va commencer, l'heure à laquelle on va finir. Donc, on a plus de marge de manœuvre. Et ça, c'est très bon pour la santé mentale, d'avoir cette marge de manœuvre-là. On a plus aussi de flexibilité par rapport à la conciliation travail-vie personnelle. Donc, on peut assumer à la fois son rôle de travailleur et ses autres rôles connexes. Et là, par contre, il y a des pièges à ça, parce qu'on peut se ramasser en surcharge, on peut se ramasser en double rôle, donc en conflit de rôle. Ce serait quoi un double rôle, par exemple? Un double rôle, ce serait, par exemple, la mère de famille ou le père de famille dont les profs sont en grève et qui doivent à la fois s'occuper de leurs petits et avoir leur réunion d'équipe
faut effectuer leurs tâches de travail. Donc, ça, c'est une réalité qui a été présente pendant la pandémie et qui a été très difficile là, pour plusieurs. Donc, c'est à géométrie variable. Je dirais que ça dépend beaucoup, le bien-être dans cette modalité de travail-là va aussi dépendre beaucoup du contexte des travailleurs. Mm-hmm. La réalité dans laquelle ils sont plongés et aussi leur réalité au travail, les exigences de leur employeur. Et des caractéristiques personnelles. Donc, c'est un ensemble c'est pas une réponse facile à donner. Ouais. Il y a des pour, il y a des contre, comme... Oui, puis il y a plusieurs cas de figure. Chaque personne est différente. Il y a des gens qui fonctionnent mieux le matin, d'autres le soir. Il y en a qui ont des grandes équipes, certains des équipes restreintes. Donc, je comprends que la question est unique, mais il y a plusieurs modalités possibles. Est-ce qu'on a des règles d'or qu'on a dégagées depuis les 3-4 dernières années, Jacques, par rapport au télétravail? Bien, j'ai pas comme tel de règles d'or à dire, mais j'aime bien, moi, la recherche, puis ça nous éclaire un peu sur comment on peut stimuler le fonctionnement optimal. Moi, j'aime bien les travaux de Sabine Sonnentag qui montrent que quand on dépense de l'énergie, que ce soit au travail ou ailleurs, c'est pas un problème. Le problème, c'est quand on dépense de l'énergie puis on peut pas les récupérer. Fait que si on s'imagine des filières de tête, des filières de cœur puis des filières de corps. Mettons qu'on a 3 batteries énergétiques, une batterie de cerveau, une batterie des émotions puis une batterie du corps. Qu'on dépense de l'énergie, c'est pas un problème. Il faut ensuite bien le récupérer. Fait que comme Manon le mentionne, quand on est capable de mieux négocier entre les différentes frontières de notre vie personnelle puis notre vie professionnelle, ça peut aider le télétravail. Mais quand ça se mélange, ça peut être problématique. Juste le cas, par exemple, du navettage, le fait de se rendre au travail puis de revenir. Il y a un chercheur suisse qui a montré que faire 1 heure de transport aller puis 1 heure de transport retour, c'est aussi pire pour sa santé mentale que de perdre son travail. Voyons. Oui, donc juste le fait, si on est capable de sauver ce temps-là pour l'investir ailleurs, c'est très bon. Mais il y a d'autres enquêtes qui vont montrer que c'est bon d'avoir un tampon entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle qui devrait tourner autour de 15-20 minutes. Ouais. Donc, il y a des évidences qui vont d'un bord, qui vont de l'autre. C'est ça. Mais si le télétravail ou la formule hybride permet plus facilement de récupérer les énergies qu'on dépense, moi, je pense que ça peut être une bonne affaire sociétalement. Oui, bon, quand il n'y en a pas de tampon entre le comptoir de la cuisine puis le divan, comment on fait, là? Bien, c'est là que l'ambiguïté de rôle ou que les conflits de rôle peuvent peut-être apparaître. Ça va être de créer des règles qui permettent de faire des parois étanches entre les deux. Ouais. Comme les courriels le soir ou autre, là, quand on est notre trame cognitive. Ce que les travaux de Sabine Sonnentag montrent, c'est que le meilleur ingrédient pour bien récupérer, c'est le détachement psychologique. En bon québécois, c'est de mettre la switch à off. Fait que n'importe quoi qui vient polluer la trame cognitive, je vais juste prendre un petit courriel. Non, ça vient entacher notre vécu de récupération. Donc, si on est capable de se créer des cloisons étanches, j'écoutais un balado récemment qui montrait que Goldman Sachs, là, la grande banque, ont empêché les courriels de vendredi soir jusqu'à dimanche. Une banque qui a fait ça? Une banque qui a fait ça. D'un point de vue québécois, moi, je trouve ça tout à fait logique, puis même pourquoi ils n'ont pas inclus le dimanche, là. Mais ça peut envoyer des messages clairs en disant, regarde, tu as une vie personnelle, puis on respecte ça, et puis on ne veut pas l'entacher. Je sais que Volkswagen non plus n'envoie pas de courriel le soir. Ouais. Fait que c'est certaines actions comme ça qui envoient le message, tu as une vie professionnelle où on désire que tu t'engages activement, tout en sachant que tu as une vie personnelle où est-ce que tu peux te désengager du travail pour te réengager dans ce qui est important pour toi, ça peut être des messages importants. Je comprends. Mais là, c'est les employeurs qui mettent ça en place. Quand on doit le faire seul à la maison, il n'y a personne qui nous demande de prendre nos courriels à 5 heures du matin quand on se lève et qu'on boit notre petit jus vert. Mais c'est tentant de le faire. Comment on peut mettre des règles ou un encadrement soi-même qui nous conviennent? Qu'est-ce qu'on doit faire, Manon? Bien, encore là, j'aime bien ce que tu mentionnes, ce que Jacques a mentionné aussi. Au fond, c'est une chose de le permettre, de ne pas envoyer des courriels le soir ou de dire aux gens, en fait, ça s'appelle le droit à la déconnexion. Puis chaque entreprise, il n'y a pas de loi actuellement au Québec pour ça. En France, il y en a, mais pas ici. C'est ça. Chaque entreprise est libre de faire ce qu'elle veut faire, mais ce qui est une bonne idée, c'est de dire aux gens, de le manifester clairement. Tu peux envoyer en tant qu'employeur un courriel le soir, mais en autant que tu dises aux gens, je m'attends pas à ce que tu répondes. Parce que, par exemple, moi, ça m'arrive d'envoyer des courriels le soir la fin de semaine et je commence toujours en disant, j'espère que tu répondras seulement lundi matin, mais moi, ça me permet
de me libérer ou de sauver du temps ou peu importe. Donc, je pense que le concept de marge de manœuvre est vraiment essentiel. Il n'y a pas de règle one fit for all, là. Oui, il y a des règles de base en matière de télétravail, mais il y a aussi une question de flexibilité, comme on disait, d'autonomie, de marge de manœuvre. Si moi, je suis plus à l'aise de travailler la nuit, par exemple, bien, le télétravail permet ça. Donc, le concept d'horaire de 9 à 5 a comme explosé et c'est à chacun de trouver son propre rythme. Par contre, d'être branché 24 sur 24, ça, c'est pas une bonne idée pour sa santé mentale ni physique. Donc, c'est de se discipliner, de se dire, de s'établir un horaire, de se fixer des objectifs par jour, par semaine à atteindre et de s'imposer des saines habitudes de vie, par exemple de sommeil, d'alimentation, d'exercice et tout ça, de pause, parce qu'il ne faut pas oublier que le télétravail, un de ses problèmes, c'est tu travailles en espace restreint. Oui, tu perds moins de temps de déplacement, mais les déplacements, ça te permettait aussi de bouger. Donc, quelqu'un qui passe de son sofa à sa table à dîner puis qui ne bouge pas de la journée, ça aussi, la recherche démontre que c'est associé à une augmentation des maladies cardiovasculaires, à une augmentation des troubles musculo-squelettiques. Donc, le télétravail en tant que tel, si la personne ne se discipline pas ou si la personne est tellement en surcharge qu'elle ne peut pas bouger, ben ça fait que ça crée d'autres problèmes de santé. Donc, on a une illusion aussi... de liberté, mais c'est au détriment de notre santé potentiellement. Oui. Ouais. Donc, tout encore là est une question d'équilibre, mais c'est une belle formule qui donne beaucoup de marge de manœuvre. Ouais. Mais il y a toujours un danger, un contrepoids à la marge de manœuvre, bien sûr. Jacques, tu allais dire quelque chose? Bien, quand on parle de liberté, souvent les gens vont alterner entre « on laisse les gens libres de faire ce qu'ils veulent » ou ils mettent des règles très strictes comme la loi en France, qui, soit dit en passant, les gens ne la respectent pas, là. Ce qu'il faut viser, c'est pas le contrôle ni le laisser-faire, c'est la structure. Donc, si on envoie les messages, j'aime bien ton courriel disant « je t'écris le samedi, mais je m'attends à ce que j'espérerais que tu répondes la semaine prochaine ou que tu vas l'avoir ». Ça, c'est de la structure. Ça donne un cadre à l'intérieur de certaines règles et limites avec des paramètres. Les gens vont souvent alterner entre rien faire et devenir contrôlant. Il faut comme viser le milieu de structure avec les règles qui sont propres au milieu, au secteur d'activité. Donc, si on travaille dans le milieu artistique, ben il faut aller voir les shows le soir pour aller en parler le lendemain matin. Fait que l'horaire est comme pas modulable. On peut pas faire notre chronique en plein milieu de l'après-midi si l'émission est matinale. Donc, faut attendre faut voir c'est quoi les attentes du milieu. Mais la structure, c'est le mot-clé. Puis ça se situe, c'est la fine tranche entre le laisser-faire puis le contrôle. Puis ça, c'est dur à comprendre pour les gens. Mais oui, pour les gens, pour les gestionnaires qui sont pas tous très, très bien outillés. Justement, comment on maintient une bonne relation avec ses gestionnaires, ses collègues, quand on est seul 2, 3, 4 jours semaine maintenant? Bien, les rencontres d'équipe. Maintenant, il y a plein d'outils de communication. On est même débordé par les Zooms, les Teams et tout ça. Donc, là encore, c'est de s'assurer en tant que gestionnaire de garder la communication claire et efficace avec ses employés. Efficace, c'est le mot, hein? C'est ça? Oui. Pas trop de rencontres Zoom. Il y en a tellement. Tu dis, au bout d'une heure, attends, on vient de passer 1 heure là-dessus? Oui, efficacité, s'il vous plaît. Efficacité. Puis là, c'est rendu que le téléphone n'existe plus. Il faut se voir. Donc, on peut-tu revenir à... C'est peut-être pas toujours nécessaire de se voir. Donc, c'est ça, de s'assurer qu'il y a des moments de ralliement parce qu'il y a des gens qui décident de retourner en milieu de travail. Ouais. Donc, il y a des recherches aussi qui ont démontré que ces gens-là sont avantagés, par exemple, par rapport aux promotions et tout ça. Alors, il ne faut pas non plus, il faut s'ajuster. Tout ça change, hein. C'est l'organisation du travail qui est en train de changer. Mm-hmm. Donc, ce qui était vrai au début n'est pas nécessairement vrai aujourd'hui et aujourd'hui ne sera pas nécessairement ce qui va être applicable demain. Donc, c'est toujours important de réajuster, réévaluer, tâter le pouls aussi de ses employés, comment ça va, avoir des espaces de discussion, de dialogue, puis écouter ce que les gens ont à dire, écouter justement leurs besoins. Est-ce que ça va? Est-ce que tu es en surcharge? Est-ce que tu as ce qu'il faut aussi pour faire ton télétravail en termes d'outils, en termes de ressources? Parce que cet équilibre-là, demande-ressources, c'est la pierre angulaire là, d'un bon gestionnaire, de toujours s'assurer que sa gang est en équilibre par rapport à ce que je leur demande de faire, puis par rapport à ce qu'ils ont la capacité de faire avec les outils, les ressources dont ils disposent. On aime bien poser une question à tous nos invités.
Ça concerne l'équilibre. Parce que chacun a une définition qui lui est propre. J'aimerais savoir, Manon, quelle est ta définition à toi de l'équilibre? Et c'est une bonne question. En fait, l'équilibre, c'est pour moi quand on est en mesure de répondre aux demandes de l'environnement. Donc, quand on a assez de ressources pour répondre à ce qui nous est demandé, puis rester équanime, rester stable face à ces demandes-là. Donc, c'est soit par rapport aux autres, au travail, à la famille, à tout ce qui existe à l'extérieur? Bien là, je t'ai donné ma définition en général de l'équilibre. Si on va dans le milieu du travail, bien là encore, c'est une question d'équilibre entre les demandes et les ressources. Je pense que oui, la notion d'équilibre entre ce qui nous est demandé et ce qu'on peut faire, ça s'applique là, à un tas de domaines, là, dont la vie personnelle, la vie au travail. Ah oui, tout à fait, Jacques. Moi, j'aime bien la citation d'Einstein qui dit « La vie, c'est comme le vélo, il faut avancer pour garder l'équilibre. » Mais je serais d'accord avec ta définition. Moi, le modèle qu'on utilise, il postule qu'il y a 3 besoins à satisfaire, compétence, autonomie, affiliation. Puis l'équilibre, c'est est-ce que je peux satisfaire ces besoins-là au travail, dans ma vie personnelle, dans mes loisirs. On ne peut pas compenser pour les besoins, puis on ne peut pas compenser entre les sphères de vie. Fait que si on a nos vitamines psychologiques dans différentes sphères de vie, d'après moi, ça serait ça l'équilibre. Des vitamines psychologiques, c'est quoi ça? Bien, c'est comme notre façon de l'expliquer. C'est la définition d'un besoin, c'est quand c'est présent, on se maintient ou on se développe, puis quand on l'enlève, il y a un déficit. C'est comme l'oxygène. Quand c'est présent, on constate qu'on est en vie. Puis si on l'enlève, ça va mal. Ouais. Fait que les besoins physiologiques, on les comprend bien, mais les besoins psychologiques, c'est la même notion. Quand c'est présent, on s'émancipe. Puis quand on l'enlève, ça crée des problèmes. Puis il y a plus que 3 besoins. On peut continuer la liste. Là. Il y a des modèles qui en amènent jusqu'à 19. Mais par souci de simplicité, il y en a 3 qui remportent la mise systématiquement. C'est ceux de compétence, d'être efficace, d'être efficient. Le besoin d'autonomie, c'est celui d'être parfaitement soi-même puis de percevoir des choix à l'intérieur de certaines règles et limites. Puis l'affiliation, c'est les relations interpersonnelles mutuellement satisfaisantes. Fait que les vitamines, c'est un peu comme l'analogie alimentaire qu'il faut que tu en aies pour te développer. Puis si tu les as pas, tu périclites. Alors, il faut ces vitamines pour trouver l'équilibre. Exact. All right. Comment on reste motivé en télétravail, Jacques? Ça, c'est une bien bonne question. Pour la motivation en général, le modèle qu'on utilise, là, on est à peu près 600 chercheurs sur la planète à l'utiliser, postule qu'il y a 3 vitamines psychologiques, là, compétence, autonomie, affiliation. Donc, comment on reste motivé? Les enquêtes montrent que quand ces 3 besoins-là sont plus satisfaits que insatisfaits ou frustrés, ça va augmenter la qualité des motivations. On va plus se diriger vers le plaisir et le sens que vers la pression interne, la pression externe, l'ego, l'orgueil, l'argent. OK. Donc, peux-tu les décortiquer une à une pour qu'on comprenne bien là, si on n'a pas lu ton livre, par exemple? OK. Bien, le besoin de compétence, c'est quand je me fixe des objectifs, est-ce que je suis capable de les atteindre? S'il y a un obstacle sur mon chemin, est-ce que je suis capable de le contourner, de le surmonter, de passer au travers? Donc, on peut l'appeler le sentiment d'efficacité personnelle, d'influence, d'impact, peu importe le nom, mais c'est je mets des efforts puis je vois des résultats. Ça, c'est compétence. Le deuxième besoin, c'est celui d'autonomie. C'est pas justement du laisser-faire. C'est de percevoir des choix à l'intérieur de certaines règles et limites puis d'agir de manière authentique, en cohérence avec ses valeurs. Puis le troisième besoin, c'est le besoin d'affiliation sociale ou d'appartenance, le fait d'avoir des relations interpersonnelles qui sont satisfaisantes d'un bord et de l'autre. L'image que je donne souvent, c'est comme les 3 pattes d'un tabouret. Un tabouret, ça se tient debout minimalement avec 3 pattes. Si on en enlève une, ça tombe. Fait que ces 3 besoins-là sont innés et universels. Donc, à ta question, c'est comment qu'on fait pour rester motivé? Il faut essayer de trouver ces sources de vitamines-là. Que ce soit des tendances individuelles qu'on a dans notre personnalité, que ce soit le climat que notre équipe décide de générer, que notre patron soit enthousiasmant ou moins, ou laisser faire. Ça s'organise par niveau, mais n'importe quelle source qui permet d'augmenter ces 3 besoins-là augmente la qualité des motivations. Ça, c'est une erreur de raisonnement que beaucoup de gens ont, c'est de confondre la quantité de motivation avec la qualité. C'est comme la nourriture. C'est pas vrai qu'une montagne de frites, c'est bon pour soi. Il y a une grosse quantité, là. Mais est-ce que c'est bon en qualité pour l'être humain? C'est la même affaire. Donc, la quantité de motivation, souvent, les gens ils disent, moi, j'aime ça des gens qui sont motivés par l'argent, par l'ego, par le sens, par le plaisir. Mais ça marche par profil. Puis globalement, avec des méta-analyses sur des milliers de personnes, plus on s'en va vers le plaisir et le sens, mieux c'est pour soi.
Donc, une longue réponse pour une question très courte, là, mais comment on fait pour maintenir les motivations? Moi, la manière que je l'interprète, c'est n'importe quelle source de compétences, d'autonomie puis d'affiliation nous aide à nous maintenir dans la durée et en qualité. Oui, non, c'est une très bonne réponse, là, je te rassure. C'est super. C'est très clair. Puis tu parles de profil, mais c'est intéressant d'un point de vue psychologique. Est-ce qu'on est tous faits pour télétravailler, Manon? Ben non. Il y a des gens, il y a entre autres des caractéristiques individuelles comme la tendance à ruminer. Si tu es quelqu'un qui a vraiment tendance à ruminer beaucoup, ben ça va être difficile pour toi d'être retrouvé seul à la maison parce que toi, tu as besoin de davantage de relations interpersonnelles. Si tu es quelqu'un qui est isolé dans sa vie de tous les jours, qui n'a pas beaucoup justement de relations interpersonnelles, puis ton social se passait au boulot, ben tu es quelqu'un qui va être beaucoup plus à l'aise avec des collègues autour de toi. Donc, ça dépend, c'est vraiment... Puis l'ouverture aussi à l'expérience, c'est quelque chose de nouveau. Il y a des gens qui sont vraiment très... Eux autres, leur routine, c'est important, se lever, partir travailler. Et donc, il y a des gens qui sont très bien dans ce type d'expérience-là, routinière et prévisible. D'autres qui sont plus ouverts à l'ouverture, à l'expérience puis à la nouveauté. Donc, vraiment, c'est pas fait pour tout le monde, je dirais, mais ça dépend pas juste des caractéristiques personnelles. Oui, les caractéristiques personnelles, c'est un médiateur de la relation entre le télétravail puis le bien-être, mais il y en a d'autres caractéristiques, dont les caractéristiques du travail. On parle des besoins de base au travail qui doivent être répondus, mais l'employeur a aussi un rôle à jouer. Si j'ai besoin de compétences, ça, l'employeur doit le savoir. S'il te demande de faire quelque chose, puis tu n'as pas la ressource en termes de compétences pour le faire. Tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment faire. Fait que ça te prend une formation. Puis souvent, on voit ça, on dit « Et donc, ben nouille » ou « Il ne l'a pas pantoute ». Bien, c'est parce que ce qu'on lui demande de faire, c'est pas compatible avec ses compétences. Donc, il faut faire attention avant de porter des jugements comme ça en milieu de travail. Il faut toujours aussi se demander pourquoi la personne n'est pas capable. Est-ce que ce que je lui demande ne correspond pas à ses compétences? Là, on arrive dans l'ambiguïté de rôle. Il y a aussi la communication. Est-ce qu'elle a été efficace? Est-ce que la tâche qu'on lui demande est explicite? Est-ce qu'on a compris ce qu'on demande? Exact. Donc, oui, il y a les caractéristiques, pour revenir sur ta question, il y a les caractéristiques individuelles, mais il y a aussi les caractéristiques organisationnelles qu'on doit prendre en compte. Si c'est bien balisé, bien encadré, si c'est clair, si c'est la possibilité de faire du travail hybride, ça, on dit que c'est le meilleur des deux mondes. Ouais. Donc, une journée, semaine, dans la littérature, on parle de 20 là, du travail qui devrait être en présentiel. Donc, ça permet aux gens à la fois d'éviter le temps de transport, d'avoir plus de flexibilité, d'autonomie, puis de répondre aux besoins de socialisation, le besoin d'appartenance qui est quand même majeur chez la majorité d'entre nous. Encore là, ça dépend. Tu as des gens qui sont bien tout seuls, puis plus ils sont tout seuls, mieux ils sont, plus ils sont concentrés. Ouais. Donc, là encore, ça dépend. J'ai vu plusieurs formules. Il y a des gens qui viennent une journée par semaine, mais toute l'équipe va venir cette journée-là pour régler des choses, pour être un peu plus sociable, justement, pour essayer de tisser des liens. Ce qu'on disait beaucoup au début de la pandémie, c'était que les liens faibles étaient ceux qui étaient partis en fumée. Autrement dit, pas les collègues immédiats, mais ceux qu'on croise dans l'ascenseur, puis qu'on dit bonjour, puis qu'on jase un tout petit peu, mais c'est pas dans notre équipe immédiate. Ça, ces liens-là, ils sont pas revenus, Jacques, quand on est en télétravail? Bien, ils sont pas revenus quand ils sont en télétravail. Puis moi, j'ai des exemples anecdotiques de gens qui me disent, moi, on m'oblige de revenir au bureau, puis je fais des rencontres Zoom au bureau. Ben oui, franchement. Puis, ça, je trouve ça aberrant. Moi, j'aime bien, il y a l'Ordre des conseillers et conseillères en ressources humaines agréées qui a fait une enquête, justement, pour demander aux gens, c'est quoi vos meilleures pratiques, puis tout ça. C'est encore embryonnaire, on est encore en train de voir comment on fonctionne efficacement là-dedans. Mais ce qu'il disait, puis je trouvais ça intéressant, c'est qu'il faut faire venir les gens pour des tâches qui nécessitent d'être présents sur place. Mais oui. Ça a l'air être évident comme le nez au milieu du visage, mais il y a des contre-exemples de gens qui les obligent à aller au bureau pour faire des Teams. Donc, la teneur du travail et de la tâche, par exemple, si on fait du remis-ménage, s'il faut coordonner, si on est dans des étapes finales d'un projet où est-ce qu'on doit tout avoir les éléments en même temps, peut-être c'est bon de faire venir les gens au bureau. Un autre mot que j'ai entendu parler, moi, c'est l'hôtélisation du travail. Comme de faire en sorte que d'aller au travail, c'est comme aller à l'hôtel. Fait que là, il y a de la nourriture, il y a des fruits, il y a de la... Mais moi, je crois plus ou moins à ça parce que c'est comme mettre un vernis de surface sur quelque chose qui peut ou ne pas bien aller. Donc, moi, je crois beaucoup à la teneur de la tâche. Pourquoi on t'a embauché? C'est quoi ton diplôme? C'est quoi tes forces et talents? Puis c'est quoi la cause sociale plus large?
Puis s'il y a un rationnel sous-jacent qui explique ma présence, les gens vont volontairement s'engager. Ben oui. Parce que travailler, l'étymologie du mot travail, ça vient du latin trepalium, puis qui veut dire instrument de torture. Oh. Fait que le mot même travail est pas nécessairement agréable. Fait que tu sais, ça demande des efforts de travailler. Mais si on offre un rationnel, si on explique pourquoi, les gens sont capables de l'absorber. La justice dans les raisons qui sont invoquées est très puissante comme facteur motivationnel. Puis l'injustice, c'est du sable dans l'engrenage. Si on te fait venir au bureau puis tu fais des zooms, c'est sûr que tu te dis qu'est-ce que je fais là. Oui, c'est démotivant, c'est sûr. Oui. Manon, comment on fait pour ne pas ramener le stress du travail à la maison quand on est à la maison toute la journée? Ben ça aussi, c'est une bonne question. Il y a différentes techniques, de prendre une qui fonctionne assez bien, qui est souvent rapportée, c'est de prendre un temps d'arrêt entre la maison et le travail. Puis quand on est à la maison, quand on est en télétravail, en fait, le temps d'arrêt, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être de complètement déconnecter, fermer tout, puis dire, OK, là, c'est fermé. Avoir une pièce dédiée pour le travail aussi, pour dire, OK, là, je ferme psychologiquement, je ferme l'ordi, je ferme tout, je ferme la pièce. Et là, je m'en vais vaquer à mes autres activités familiales ou autres, vie personnelle. Aller s'entraîner, prendre soin de soi. Donc, ça, c'est important. Puis, dans une approche aussi dont on parle beaucoup, c'est les gens, par exemple, les gens qui sont en relation d'aide, les travailleurs qui sont en première ligne, que ce soit policiers, infirmières, les gens qui vivent, qui accompagnent des gens dans le besoin, des gens qui vivent des choses difficiles. Ça peut être des psychologues aussi. Tu sais, toute la journée, tu as entendu parler de choses difficiles, des gens vraiment en détresse. Donc, il faut se ressourcer. Puis de rebrancher tout de suite, d'aller plonger dans la famille ou les soins aux enfants, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, d'essayer de se trouver une façon, que ce soit un petit 5 minutes, si tu sais qu'en sortant de ton bureau, les enfants te sautent dessus puis ils t'attendent allègrement, mais ça peut être de prendre juste un petit 5 minutes pour dire, OK, là, je ferme tout, je décroche, puis je fais un petit 5 minutes d'un petit scan corporel pour dire, c'est quoi, comment je vais intérieurement, moi? Tu sais, juste prendre un moment pour se recentrer. Des fois, c'est pas long. Mais ça peut te permettre de dire, OK, là, ouf, ça a brassé aujourd'hui, je me sens pas bien. Donc, oui, je vais aller vaquer à mes occupations, mais je vais m'inviter ou en fait m'imposer de faire quelque chose, de se demander c'est quoi mes besoins, de quoi j'ai besoin pour aller bien. Mm-hmm. Donc, oui, il y a des besoins de base au travail, il y a des besoins de base dans la vie de tous les jours, mais il y a aussi des besoins pour prendre soin de sa santé mentale. Qu'est-ce qui me ferait du bien? Des fois, ça peut être juste prendre un thé, ça peut être appeler une amie, ça peut être prendre un bain, une marche, ça peut écouter une chanson. Écouter une chanson, c'est pas obligé d'être compliqué, mais ce petit temps-là, je me le suis réservé pour moi. Ouais. Donc, ça peut faire juste l'espace psychologique. C'est pas obligé d'être un espace physique concret, mais un temps psychologique qu'on se réserve pour soi. Manon, ça résonne vraiment beaucoup ce que tu dis. On en discutait entre amis. Le temps de digestion n'est pas là par rapport à nos émotions. J'aimerais t'entendre là-dessus, Jacques. On digère notre nourriture, mais on n'a pas beaucoup d'espace ou de moments pour intégrer ce qui vient de se passer au travail, dans la vie personnelle. Tout de suite, on va être sur notre téléphone, on va regarder, on va être distrait. Les moments de digestion, à quel point ils sont importants, ces moments-là, Jacques? Bien, les moments qui permettent des transitions, je pense, sont importants. Puis les transitions, que ce soit à l'intérieur d'une journée, d'une semaine, d'un mois, d'une année, je vais revenir avec les mêmes idées, là, mais les vies stimulantes, ce sont celles où est-ce qu'on dépense énormément d'énergie, que ce soit de notre tête, notre cœur ou notre corps, mais ensuite qu'on récupère. Fait qu'un des emplois qui est beaucoup étudié, ce sont les infirmières. Pourquoi? Parce qu'ils ont des demandes cognitives, il faut qu'ils réfléchissent à 1000 et une autres choses. Ils ont des demandes émotionnelles parce qu'ils travaillent avec des gens qui sont en détresse, avec la difficulté, tout ça. Ouais. Puis ils ont des demandes physiques de se déplacer, faire des injections, etc. Donc, le travail d'infirmière, c'est excessivement exigeant. Mais si on leur permet de bien récupérer après, ils peuvent se maintenir dans la durée. Le problème, c'est quand on a des demandes excessives par rapport aux ressources qu'on a pour y faire face, c'est là temps supplémentaire. Le temps supplémentaire obligatoire, etc., qui vient épuiser. Donc, quand il est question du télétravail, c'est de voir comment on peut s'engager à plein pour ensuite se désengager à plein.
J'aime bien tes idées là, de désengagement. Il faut prévoir ce désengagement-là. Puis l'espèce de digestion, ça ne se passe pas par magie. Comme moi, depuis l'an passé, j'ai intégré la course à pied, là, puis c'est mon moment de digestion émotionnelle par excellence. Là. Je me mets de la musique dans les oreilles, puis je pense à rien d'autre. Puis je veux dire, je fais tout le temps à peu près le même itinéraire, puis tant que j'ai pas fini, je peux pas arrêter. Je veux dire, il faut que je revienne à la maison. Puis ça, moi, ça me permet d'absorber puis tout ça, puis de décanter. Puis ça, le phénomène, ça s'appelle l'internalisation. Comment on va interpréter tout ce qu'on vit. Puis s'il n'y a pas d'espace dans notre vie pour l'internaliser, bien, ça se digère mal, ça peut créer des traumas, ça peut créer des petits éléments qui coincent. Là. Mais de se prévoir des activités ou des moments pour osciller entre un engagement profond et un désengagement profond, c'est l'oscillation entre les deux qui fait que la vie est intéressante. Avoir un emploi qui n'est pas trop exigeant et qui est un peu plate, c'est pas trippant. C'est contre nature avec l'être humain. Fait que là, il dit, bon, j'ai passé 8 heures au travail, mais c'était pas stimulant. Fait que là, on n'a pas assez dépensé d'énergie pour récupérer. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de s'investir à plein, mais de bien planifier le désinvestissement. Moi, ma formation initiale, c'est en psycho du sport. Puis les athlètes vont tout le temps faire ça. Ils passent entre des microcycles, des mésocycles puis des macrocycles, où est-ce qu'ils dépensent de l'énergie sans bon sens. Puis ils vont des fois mettre... j'ai déjà vu des athlètes que dans leur plan d'entraînement, c'était écrit « sieste ». Fait que là, ils se brossent les dents, ils mettent leur pyjama, c'est l'après-midi, puis ils se couchent. C'est prévu dans le plan d'entraînement. Pourquoi? Parce qu'ils ont dépensé de l'énergie sans bon sens. Donc, il ne faut pas avoir peur de planifier des moments dans son agenda de récupération d'énergie, que ce soit cognitif dans notre tête, émotionnel dans notre cœur ou physiquement dans notre corps. Ça a bien d'allure tout ce que tu dis, mais moi, je suis quelqu'un d'extrêmement spontané. Ce que tu viens de me dire là, ça me stresse. De penser avoir un horaire dans lequel il serait écrit manger, respirer, dormir. Juste le fait d'avoir un horaire, moi, ça me stresse. Les gens qui sont plus spontanés, là, comment on peut se retrouver à avoir des périodes comme ça? Comment on peut s'organiser sans finalement trop s'organiser pour qu'on demeure bien dans notre travail et dans notre vie personnelle? Bien, en fait, moi, c'est ce que quand je t'entends, ce que ça me dit, c'est que la vie n'est pas toujours parfaite. Hein? Tu viens de dire, moi, j'ai besoin de spontanéité. J'aime pas avoir un horaire. J'aime pas être trop cadré. J'aime ça avoir de la marge de manœuvre, m'organiser, la flexibilité. C'est difficile pour les gens, par exemple, qui ont des jeunes enfants. Les jeunes enfants tombent malades, ils restent à la maison, il faut s'en occuper, le travail s'accumule, etc., etc., alors que j'aurais besoin, moi, de temps pour prendre soin de moi, pour aller courir, faire ci, faire ça, puis je peux pas à cause du contexte. Bien, ça, c'est là qu'entre en ligne de compte, justement, la bienveillance envers soi. La vie, des fois, est loin d'être parfaite. Donc, des fois, je suis pas capable de répondre à mes besoins. Puis, il faut se dire, quand tu as des jeunes enfants, bien, le bonheur, c'est pas toujours confortable non plus. Donc, plutôt que de se fâcher, devenir irrité, devenir stressé, bien, prendre conscience, OK, ça me fâche, ça m'irrite, ça me stresse. Lâcher prise de temps en temps puis dire, OK, c'est pas parfait. Pour le moment, je suis pas capable de répondre à mes besoins d'exercice, de ci, de ça, mais ça va passer. C'est temporaire. Dans une vie, là, le temps que les enfants sont petits, ça passe. Quand ils deviennent plus grands, c'est une autre affaire. Ben oui, il y a des grands ados, Jacques. C'est pour ça qu'il peut aller courir comme ça. C'est vrai. Quand ils sont petits, c'est pas évident. Donc, d'avoir de la bienveillance envers soi, de se dire, puis de l'autocompassion, de se dire... non, c'est pas parfait, mais c'est pas parfait en ce moment. C'est dur. Tu sais, l'enfant qui fait une crise, qui fait le bacon à terre au centre d'achat, c'est dur. Mais si tu te fâches par-dessus ça, puis tu dis, ben, voyons, qu'est-ce que les gens vont penser, quelle sorte de mère que je suis, là, ton stress augmente encore plus. Mais de dire, ouf, de prendre juste 30, c'est pas long, de dire, aïe, c'est dur. C'est dur ce que je suis en train de vivre là. Donc, d'avoir de la compassion pour toi, des fois, là, c'est juste ce qu'il faut pour désenclencher la réponse de stress. On est à l'inverse, on se tape sur la tête, on se culpabilise. Tout le temps, souvent. Tout est comme ça, je pense, Jacques. T'as tendance à moi, dans l'autocompassion, il y a 5 ou 6 caractéristiques. La seule que je respecte un peu, c'est l'humanité commune. Donc les autres. Non, mais c'est de dire... Hey, je ne suis pas le seul à vivre ça. Ouais. Mais non, je ne suis pas bien bon avec l'autocompassion, mais c'est vrai que les recherches de NEF, là, sûrement tes recherches montrent ça, que c'est une manière de dessouffler le conflit. Moi, j'aime bien mettre les choses en perspective
pour essayer d'essouffler, là, mais l'autocompassion, où il y a beaucoup d'enquêtes aussi sur la pleine conscience. Ça ne marche pas avec tout le monde, mais celles et ceux qui peuvent, des fois, c'est des micro-pauses là, de 1 minute, de faire... moi, j'avais déjà une application où est-ce qu'il y a une petite bille qui monte, on respire lorsque la bille monte et on souffle qu'on descend. C'est étonnant, là. En 1 minute, ça marche sur le nerf vague, ça calme. Fait que, puis je suis un peu sensible, tu disais, je suis très spontané, mais c'est pas grave d'être spontané. C'est pas le fait que ça soit structuré qui fait que ça fonctionne, c'est est-ce qu'il y a l'ingrédient actif qui explique que ça fonctionne. Donc, si de manière spontanée, tu es capable de te désengager, de dire, là, c'est mon moment pour aller dans ma tête puis faire du ménage, tout ça, bien, tu l'as, l'ingrédient actif de désengagement. C'est pas tant la structure de l'imposer puis de l'écrire qui est important, c'est est-ce que je suis capable de le vivre. De me le donner, finalement. De se l'octroyer. Fait que ce soit la pleine conscience ou l'autocompassion, plus on le fait, plus on est capable de le faire. OK. Bon, pour les télétravailleurs et télétravailleuses qui nous regardent, qui nous écoutent, est-ce qu'il y a un message clé qui favoriserait notre bien-être en télétravail, Manon? Un message à retenir, là. Mettre des balises, je pense, hein? Vraiment se respecter en tant qu'individu, puis être capable de... C'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on doit être disponible 24/7, là. Donc, d'être capable de mettre ses balises claires, puis de prendre soin de soi, là. Je pense que, ouais. J'avais un collègue qui mettait dans sa signature « Je ne réponds au courriel qu'entre telle heure et telle heure ». C'est une bonne idée, ça? Oui, ça indique aux gens... Bien là, il ne m'a pas répondu parce que souvent, c'est ça. Hein, et, tu dois le voir avec les étudiants, ils t'écrivent, puis le lendemain, je vous ai écrit hier, vous ne m'avez pas répondu encore. Ça, c'est clair. Non, c'est ça. Ça peut prendre 2-3 jours avant que je réponde à mes courriels. Mais on est dans des générations d'instantanéité aussi. Fait que oui, de le dire, ça fait que comme si tu as un message, je suis absente du bureau, je répondrai telle date. Ben oui, là, les gens passent à d'autres choses. Puis on n'est pas le centre du monde non plus. Là, donc, ça indique que ça donne au moins un repère. Fait que oui, c'est une très bonne idée. Balise, transparence, c'est des choses à retenir. Jacques, en terminant, là, si on veut être bien performant, mais heureux, surtout dans ce contexte-là, soit hybride, soit en télétravail complet, qu'est-ce qui est à retenir? Bien, moi, je pense que la première étape là, que Manon a mentionnée est archi importante, le mettre des balises, là, ça, on ne s'en sort pas. Mon deuxième conseil, moi, ce serait n'ayez pas peur de vous engager à fond et de vous désengager à fond. Les gens, souvent, ils ont de la misère à enclencher d'un bord ou de l'autre. On est hésitant, on avance, on recule. Il ne faut pas avoir peur de plonger à plein dans le travail pour qu'ensuite, on se déconnecte à plein du travail. Cette oscillation-là, moi, je trouve, entre engagement puis désengagement, n'est pas assez mise de l'avant. Puis les gens, ils veulent tout le temps être engagés, ce qui est physiquement, cognitivement et physiquement impossible. On ne peut pas courir 600 marathons de suite. À un moment donné, il faut arrêter, dormir puis manger. Il y a des ultramarathons et tout ça, mais je veux dire, il y a des limites à l'humain. Puis il faut les admettre. Ouais. Les limites ne se situent pas aux mêmes places pour toutes les personnes. Puis encore plus, chaque jour est différent. Ma limite va bouger d'une journée à l'autre. Des fois, notre 100%, c'était le 80% d'hier. Exact. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'engager à plein, mais surtout de se désengager à plein. Avec le télétravail, la difficulté, c'est où se situe la frontière. Par exemple, si vous n'avez pas de frontière physique, vous êtes dans un petit appartement puis vous n'avez pas d'espace dédié, vous ne pouvez pas fermer la porte comme dans mon cas chez nous. Mais j'essaie comme de faire une cloison intellectuelle dans ma tête que je ne touche pas à mon ordinateur. Puis je suis comme un peu capable, j'aimerais mieux l'avoir dans une pièce à part, mais de me désengager à plein, ça m'a pris, moi, des années à le mettre de l'avant. Puis il ne faut pas avoir peur d'enseigner ça. Comme les étudiants qui nous écrivent, moi, je leur dis, écrivez, venez me voir avant ou après le cours. C'est là que je suis à mon meilleur pour vous répondre. Tu veux un bon service? Viens me voir avant ou après. Écris-moi pas un courriel. Ça va me prendre 15 minutes à y répondre. Puis en parlant, ça va prendre 3 secondes. Donc, d'exprimer ses limites pour se faire une structure où est-ce qu'on s'engage à plein et on se désengage à plein, moi, je pense que ce serait mon conseil. Puis aller faire une petite brassée de lavage entre 2 courriels, ça fait-tu partie de ça? Ça marcherait-tu? Oui? Bien, si ça permet le désengagement, si ça permet de prendre un moment d'apaisement, de la pleine conscience, de l'autocompassion, moi, je pense que ça peut être bien. La pleine conscience. Son lavage en pleine conscience. Oui, sentir l'odeur de la lavande. Pourquoi pas? Pourquoi pas, si ça marche finalement. Merci beaucoup à vous deux, Manon Truchon et Jacques Forêt. Merci, c'est un plaisir. Merci. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet au stromspa.com.
En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!